qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement maintenant faire un magnifique clic droit, je vais faire se connecter. Et là, je vais avoir l'écran de cette machine virtuelle qui va apparaître. Du coup, là, on va faire un petit démarrer. Et comme pour les autres installations, en fait, on va vite cliquer à l'intérieur et faire espace pour pouvoir lancer l'installation. Donc là, je clique dedans et je fais espace à répétition en espérant choper la séquence de boot qui me demande d'appuyer sur espace pour lancer l'installation. Alors, je l'ai loupé. Quand vous la loupez, comme moi, vous n'allez pas éteindre la machine ou quoi que ce soit, vous allez simplement cliquer sur ce magnifique bouton tout en haut à gauche qui est CTRL-ALT-SUPRE, qui va permettre de faire un petit redémarrage logiciel, si je puis dire. Ouais. Donc voilà, le but du jeu c'est de cliquer dedans et faire espace. Donc là c'est bien, il y a mon installation qui se lance, on est content. Donc français, 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 oubliez pas, je le répéterai jamais assez à chaque fois que je vois du français, j'ai envie de dire, ne le faites pas. Là c'est vraiment pour vous, pour une question de compréhension, mais dans la vraie vie en fait, en entreprise, vous allez toujours avoir toujours, dans les grosses boîtes du moins, des serveurs en anglais. Déjà, un, pour des raisons de sécurité, et deux, parce qu'il y a sur les éditions, au niveau des packs de langue, il y a moins d'erreurs, parce qu'ils n'ont pas les accents à gérer et autres, qui restent encore un gros problème depuis toutes ces années. Et surtout, si vous avez des problèmes ou des messages d'erreur, bah, ce sera bien plus simple de retrouver des gens qui ont une correspondance avec votre problème sur l'intégralité de la planète plutôt que vous limiter juste au français. Voilà. Donc on va faire un petit suivant. On va faire installer Windows Server 2019. Donc là, il va faire sa petite popote de copie des fichiers depuis l'ISO sur ce magnifique disque dur. Les dernières fois, dans le premier épisode et l'épisode précédent, on avait installé Windows Server en mode expérience de bureau. Donc là, c'est vraiment avec l'interface graphique, le menu démarrer, tel que vous le voyez là sur le Windows 10. En l'occurrence, nous, on va pas faire ça. On va partir, comme je vous disais, sur une installation qu'on appelle en Windows Server Core. Le Windows Server Core, en fait, vous n'allez pas pouvoir tout installer. Vous n'allez pas pouvoir installer n'importe quel logiciel, vous allez simplement pouvoir installer les petites features que nous on met à disposition et qui sont compris dans la version Core. Typiquement un Active Directory Domain Service, un serveur de fichiers, une autorité de certification, un serveur web. Mais voilà, vous n'allez pas pouvoir faire tout et n'importe quoi. On est limité aux composants essentiels de Windows Server qui vous permettent finalement d'avoir une sécurité max, parce que justement il n'y a pas toute la fioriture à côté qui peut potentiellement avoir des problèmes de sécu ou autre. On se retrouve vraiment sur quelque chose de hyper sécurisé, allez-y. Donc du coup, Windows Server 2019 Data Center, alors la différence entre Data Center et standard, c'est purement du licensing, on verra la partie prix un autre jour, puisqu'on s'en fout dans le cadre de nos démos, en général, c'est pas au tech cost de prendre ça en compte, ben si, mais quand un boss vous dit effectivement vous allez devoir acheter ça, moi, à titre perso, j'interviens jamais dans cette phase d'achat ou autre, mais après, ça peut être bien d'être force de proposition et de conseil pour savoir sur quelle édition partir. Mais d'un point de vue technique, vous n'aurez aucun problème de partir sur de la data center ou standard, c'est complètement ISO-fonctionnel. Donc là, qu'on fasse l'un ou l'autre, ce sera pareil. Nous, on va prendre la data center en mode core. J'accepte les termes du contrat de licence. Donc pensez bien à tout lire, hein. Celui-là est un petit peu plus court. A priori, hop, j'ai cliqué, je fais suivant. On va faire installer uniquement, on va pas faire de mise à niveau, hein, puisque du coup on met à niveau rien du tout. On va sélectionner notre premier disque, on va faire suivant. Du temps qui fait cette petite popote, on va pouvoir aller vérifier, donc là c'est l'installation qui se fait dans la machine virtuelle, très bien. Et pendant qu'elle fait ça, on va aller vérifier ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir faire un petit check au niveau de la taille du disque, que l'on va voir finalement augmenter à l'œil nu. Regardez bien là sur DC1 VHDX, on est à 330 T1. On va se faire un petit refresh. Et vous allez voir effectivement que ça aura pour vocation à augmenter. Donc en fait on a un VHDX, qui est ni plus ni moins qu'un fichier de disque dur, qui représente le disque dur de la machine. Voilà, on est passé à 364. Et qui va prendre la taille de ce qu'il contient. C'est comme si c'était un fichier zip, si vous voulez. Et dès que vous rajoutez des fichiers dedans, hop, il grossit. Voilà, on est passé à 1 giga. On va le laisser vivre sa vie. Voilà, ça c'est pour vous montrer à quoi ressemble le disque dur d'une machine virtuelle. Et vous voyez que l'autre, le 6 vol, actuellement il n'y a rien dedans, et que sa taille minimale c'est 36 MB. 36 000 KO. Donc ça c'est la base de la vie en entreprise. Savoir mettre un contrôleur de domaine. Aujourd'hui, mettre un contrôleur de domaine en mode graphique, ça ne se fait absolument plus. Vocation de Microsoft, c'est de passer sur des systèmes qui sont, j'allais dire,
hyper modulaire, c'est-à-dire de sortir un logiciel, un soft, un système d'exploitation qui va être lié à un soft qui va être fait uniquement pour ça, pour cette tâche spécifique. On verra après là on est sur un serveur core qui intègre les notions de cœur de Windows, d'un réseau d'entreprise. Donc comme je vous le disais, avec l'Active Directory Domain Services, Certificate Services, la partie file server et bien d'autres. Et après on a une autre édition de Windows qui est la partie nano server, qui là est encore plus spécifique. On verra ça par la suite. Mais notez que la vocation de Microsoft, c'est de faire de moins on embarque de trucs, plus on a quelque chose de sécurisé. On a une petite boule bien compacte, au lieu d'un gros ballon de baudruche qui peut craquer de partout. Voilà, la fin de l'installation approche. Après la copie des fichiers, la préparation des fichiers, l'installation des différentes fonctionnalités, l'installation des mises à jour, nous allons enfin voir cette barre verte remplir l'intégralité de l'écran. Nous allons gagner du temps et cliquer sur redémarrer maintenant. Démarrage des services. Préparation des périphériques. Vérification des portes opposées arrière. Et voilà, l'installation est maintenant terminée. Nous allons pouvoir passer à une petite phase de configuration des plus agréables. On nous propose de modifier le mot de passe administrateur. Faisons-le avec brio, en tapant un mot de passe respectant les modalités de complexité adéquates. Chiffre, petites lettres minuscules, lettres majuscules, capitales, taux et caractères spéciaux. On arrive donc du coup sur cette magnifique interface bien connue, le CMD. Première chose qu'on va faire, c'est taper sconfig, sconfig. Vous retrouverez le petit utilitaire que vous avez bien aimé dans la partie configuration de Hyper-V Server. Je vais taper 2, car souvenez-vous, la première chose qu'on fait sur un ordinateur, sur un serveur, c'est changer son nom. Et comme si ça suffisait pas, effectivement, on va refaire un petit redémarrage. Voilà, c'est déjà redémarré. On va valider que notre mot de passe est bon. Je suis bien connecté en tant qu'administrateur. La première chose à faire, c'est passer en mode PowerShell afin d'avoir les commandelettes les plus puissantes jamais vues sur un prompt qui nous permettra de configurer l'intégralité de notre Windows Server Core. Première commande, install Windows Feature. C'est ce qui va nous permettre d'installer l'intégralité des features sur un Windows. On va spécifier le module qu'on veut installer, à savoir l'Active Directory Domain Services, et on va inclure les outils de management. On tape sur Entrée. L'installation va se faire. Voilà, le petit copier-coller, ça évitera des problèmes de doigts. Je vais tout taper dans un petit bloc-notes en amont. On arrive à 100%, ce qui nous permettra d'avoir tous les outils à notre disposition pour créer notre premier contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine étant la dénomination du serveur qui aura pour vocation à héberger l'Active Directory. Sachant que l'Active Directory peut être hébergé et partagé entre plusieurs serveurs. Ce qui nous permet d'avoir de la tolérance aux pannes par rapport à ce service qui est absolument indispensable à la vie d'une société, car c'est lui qui va gérer toute la partie identité et authentification des utilisateurs et des machines de votre société. Donc c'est important que ce dernier soit hautement disponible et qu'il n'y ait pas une petite mise à jour qui le mette hors ligne et que du coup plus personne ne puisse s'authentifier sur aucun outil de la société. Donc concrètement, quand l'Active Directory s'arrête, c'est pas très bon signe. Donc s'il y a vraiment une machine à sauvegarder et à sécuriser au sein d'un réseau, c'est votre Active Directory. Et du fait qu'on l'installe non pas en graphique, mais sur un serveur core, ça permet de limiter les surfaces d'attaque et les surfaces, j'allais dire, éventuellement de problèmes, de failles pouvant être trouvées, parce qu'effectivement on est sur un service hyper réduit, petite boule compacte, bien sécurisée, qui limite complètement les différentes failles pouvant être exploitées. Donc retenez bien, un Active Directory, un contrôleur de domaine, c'est sur du Windows Server Core, et pas en graphique. Du coup, on va bientôt arriver, croisons les doigts, tac, parfait. Donc du coup, on a les services Active Directory Domain Services qui ont été installés, et d'autres d'ailleurs. Mais avant de passer à la suite de la configuration, on va juste faire un petit check au niveau des disques, puisque souvenez-vous, j'ai rajouté un deuxième disque, on l'a expliqué, c'est pour une future migration vers le cloud, où on a besoin d'un disque en no cache.
Bon, on verra ces détails par la suite. Là, on voit que j'ai un disque qui est offline, donc c'est le deuxième que j'ai rajouté, la partie 6 volts, si vous vous souvenez bien du précédent épisode, et on voit bien qu'il est en RAW. En RAW, ça veut dire qu'effectivement, il y a pas de volume, il y a rien d'assigné au niveau de ce disque, hein, c'est vraiment un disque vierge. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un initialize. Initialize, ça va tout simplement nous permettre d'initialiser le disque, donc de passer du offline au online. On va revérifier get disk, je suis bien passé online, très bien. Maintenant, on va créer une nouvelle partition qui va nous permettre de définir finalement le volume adressé, hein, savoir si à partir d'où on commence jusqu'à où on va au niveau du disque. En l'occurrence, nous, le petit attribut user use maximum size, ça va nous permettre de consommer l'intégralité du disque, à savoir les 127 Go qu'on avait spécifié. On valide. Donc là, j'ai une partition effectivement qui prend l'intégralité du volume disque qui est nommée E. On peut faire un petit get partition pour avoir un petit peu de détails. Donc là, on voit effectivement les différentes partitions du premier disque et les différentes partitions du second disque. Donc en l'occurrence, il y a des petits espaces réservés, hein, pour le recovery, pour le système. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie basique qui va nous permettre de stocker l'intégralité de nos données. Alors une fois qu'on a fait ça, on a défini finalement le début et la fin du volume qui allait être utilisé. Mais on va également définir le format de fichier. Donc finalement, en quelle langue on va parler au file system, comment vont être stockés les différents fichiers, la taille des secteurs, tout ça, tout ça. En gros, on va spécifier qu'on est sur du NTFS, donc pour la lettre E, très bien. NTFS, c'est le langage de base, hein, un petit peu de référence, même si on verra qu'il y en a d'autres au niveau de Windows, mais c'est le plus classique, si je puis dire. On verra qu'il y a des choses comme REFS qui vont avoir d'autres bénéfices, mais au ratio pour-contre, le NTFS, ça reste le top pour le moment. On a vu qu'effectivement, on était parti sur une lettre E. Alors moi, la lettre E, ça va pas forcément être mon grand dada. J'aurais préféré que ça s'appelle S pour y stocker mon 6 vol. Donc voilà, on va renommer, on va faire mon petit get partition, et je vois voilà, que ma lettre E a été renommée en S, donc je me retrouve avec un disque C2 points et un S2 points, donc je suis super content. Maintenant, dans la suite de l'installation, on va retourner sur le sconfig, puisqu'on a changé son nom, c'est une chose. Et la première chose, et donc du coup la deuxième chose qu'on fait sur une machine, qui est serveur, c'est absolument configurer ces paramètres réseau. Donc on va cliquer sur 8, c'est ce que j'aurais dû faire instantanément tout à l'heure, petit oubli. Je vois que j'ai une adresse IP qui a été attribuée à ma carte réseau. Donc ça, c'est le DHCP qui est déjà présent sur mon réseau, mais en l'occurrence, par exemple chez vous, ce sera également votre box qui pourrait donner cette adresse IP. Sur un nouveau réseau qu'on crée de zéro, si je puis dire, il n'y aura pas forcément de DHCP, donc c'est possible que vous soyez en 169.254, ce qui correspond à de l'APIPA. Quand vous voyez 169.254 sur les deux premiers octets, ça veut dire que vous avez un manque de réponse de la part d'un serveur DHCP. Donc il n'y a pas de DHCP ou le DHCP est en panne. Et donc du coup la machine s'est attribuée une adresse IP toute seule. Vérifiez, allez faire un petit check sur les cours qu'on dispose au niveau du Discord ou au niveau du IT Monkeys pour pouvoir effectivement pousser la chose si vous avez des questions. Donc là je vais sélectionner 1. Et je vais tout simplement définir l'adresse de la carte. Je vais cliquer sur 1 encore une fois, je vais définir qu'on est en statique. Le but du jeu au niveau des serveurs, c'est tout le temps d'être en adressage statique, pas de DHCP. Le DHCP étant une faille potentielle, hein, on l'a vu dans les cours, DHCP Rock, Starvation, voilà. On va être complètement indépendant d'un quelconque DHCP et s'abstenir d'avoir des dépendances et des failles potentielles, et on va rester sur un truc statique où on est complètement autogéré. L'adresse IP que je vais me spécifier, ça va être 192.168.0.21. On avait mis l'hyperviseur en point 11, je vous avais déjà expliqué les différentes normes. Voilà, 11, tout ce qui va être dans la dizaine, ce sera pour mes hyperviseurs. En 21, ce sera pour mes contrôleurs de domaine. Enfin, en 20. Si, admettons, j'ai un contrôleur de domaine 2, je le mettrai sur l'adresse IP.22, ce qui sera super simple pour moi pour m'en souvenir. On va appuyer, je suis sur un adressage IP en 3x255, donc je valide directement en faisant entrer, j'ai spécifié ma passerelle, en l'occurrence c'est 192.168.0.1 chez moi, vérifiez chez vous, hein, si c'est différent. Je valide. Également, une chose qui va être primordiale lorsqu'on fait un contrôleur de domaine, c'est que tous les enregistrements du domaine ont besoin de s'enregistrer dans un DNS. Et pour ce faire, au vu du fait que je n'ai pas de DNS sur mon réseau, et vous partez du concept que vous n'en avez pas non plus,
par le petit DNS que vous avez sur votre box, on va tout simplement définir les serveurs DNS. Donc le serveur DNS primaire, ce sera 127.0.0.1. On l'a vu dans les cours, le 127.0.0.1, c'est l'adresse de loopback. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pointer sur nous-mêmes l'intégralité des machines de la planète. Lorsque vous leur dites communique avec 127.0.0.1, ça veut dire communique avec toi-même. Un peu comme si vous parliez dans votre tête. Et bien ça, c'est l'adresse pour parler dans sa tête. Donc en lieu et place de sortir sur le réseau, j'aurais pu lui indiquer l'adresse que je lui ai spécifiée, 192.168.0.21, mais en l'occurrence ça me ferait sortir au niveau de la carte, et pas forcément une volonté, je préfère rester directement sur moi-même. Donc je vais spécifier cette adresse en DNS primaire. C'est d'ailleurs un prérequis pour faire un contrôleur de domaine. Un contrôleur de domaine a deux prérequis: avoir une adresse IP fixe et avoir une adresse IP l'adresse IP du DNS qui pointe sur lui-même. Donc ça, c'est lorsqu'on installe notre premier contrôleur de domaine. On verra quand on aura un deuxième que c'est un peu différent. Je valide. Hop. Est-ce que je vais mettre un deuxième contrôleur serveur DNS? Absolument pas. Vous ne me mettez jamais un 8.8.8 ou un 8.8.4.4, les adresses IP DNS de Google. Notre contrôleur de domaine ne va pas s'enregistrer auprès d'un serveur DNS public. Le serveur DNS, ça doit être lui-même. Donc maintenant qu'on a fait ça, qu'on a défini notre adresse IP et nos petits DNS, on va pouvoir retourner sur la command line. Je fais 4 pour retourner sur ce magnifique menu. N'hésitez pas à faire 6 à répétition pour faire l'intégralité des mises à jour, installer tout. Donc voilà, à chaque fois que ça redémarre, refaites un petit 6, histoire d'être sûr de tout avoir. Ce sera déjà un bon début pour avoir un OS sécurisé. On va retourner sur la command line, on va faire 15, et là je suis retourné sur la partie PowerShell. C'était en bleu, un peu perturbant, mais on va y arriver. Du coup, l'objectif ici maintenant, ça va être d'installer et de configurer notre Active Directory. Donc dans le précédent épisode, on l'a vu en graphique, épisode d'avant, on avait fait une installation graphique de l'Active Directory. Là, j'ai repris exactement l'intégralité des paramètres qu'on avait remplis via l'interface graphique. Mais là, en fait, on va faire la même chose, mais en mode texte. On va le décrire très rapidement. Donc on avait déjà vu tout ça, hein, mais on va installer une forêt. La forêt, c'est vraiment la base. Quand vous n'avez pas de forêt existante, de domaine existant, d'Active Directory déjà existant, ça veut dire que vous n'avez pas encore de forêt. Donc on va créer une forêt avec un domaine racine. Donc il faut vraiment voir la notion de, j'allais dire, forêt comme un arbre. C'est-à-dire qu'on a le tronc, on a vraiment la racine, quoi, si je puis dire, et derrière on va avoir les branches, les feuilles, tout ça, tout ça. Donc, votre domaine racine ici, ce sera corp. Mais corp, vu qu'on est dans un système de DNS, le DNS, le but du jeu, c'est d'avoir une extension, un nom de domaine. Donc en l'occurrence, moi, mon domaine, ça va être itmonkeys.fr, ce qui est mon domaine public. En général, essayez de faire coller, matcher le domaine public que vous avez acheté auprès de votre registrar. Donc moi, en l'occurrence, j'ai acheté itmonkeys.fr, et mon domaine Active Directory, ce sera corp. Si vous voyez un domaine en itmonkeys, enfin en domaine.ad local ou des trucs qui n'existent pas, c'est nul, d'accord? Il faut vraiment partir pour faire propre du moins, sur un domaine public existant, sur lequel vous rajoutez une petite extension, un sous-domaine qui sera votre domaine Active Directory. Vous ne mettez de la même chose, vous ne mettez pas que itmonkeys.fr. Vous rajoutez vraiment votre sous-domaine pour avoir quelque chose de propre. Notre domaine NetBIOS, le domaine NetBIOS, c'est celui que vous avez tapé, donc en l'occurrence corp chez moi. Après, on va pouvoir spécifier effectivement avec install DNS que je vais installer mon serveur DNS. Potentiellement, si vous ne le mettez pas, c'est pas bien grave, il l'installera par défaut. Le no reboot completion, on completion, ça veut dire est-ce que vous voulez redémarrer ou pas à la fin de l'installation. Dans le cas où vous avez d'autres choses à vérifier, j'en sais rien, vous avez d'autres choses à faire, vous pouvez mettre true, ce qui empêchera le redémarrage intempestif de la machine. Sinon, vous mettez no et ça redémarre directement. Le Create DNS Delegation, c'est pour pouvoir se plugger à un autre serveur DNS pour faire nos enregistrements, ça ne nous intéresse pas ici. On va tout faire sur Windows Server, et c'est ce que je vous recommande pleinement. On a tellement d'avantages à utiliser le serveur DNS de Windows Server, puisque derrière, si on met un deuxième serveur contrôleur de domaine, on aura une réplication et donc une tolérance aux pannes au niveau des zones DNS. Derrière, on va spécifier où est-ce qu'on stocke les choses les plus importantes de notre Active Directory, à savoir la database, qui contient finalement l'intégralité de tout ce qu'on va créer au niveau de l'Active Directory. On va avoir le logpass, le chemin des logs, qui va être au même endroit, et derrière le sysvolpass, qui est ni plus ni moins que l'intégralité de la configuration des GPO. Donc on a vu dans les cours qu'on avait les groupes policy object, qui vont tout simplement nous permettre de configurer l'intégralité de nos postes.
Et c'est là-dedans en fait que la configuration est stockée. Ce répertoire sera partagé d'ailleurs avec l'intégralité des ordinateurs de votre domaine, de votre réseau, afin qu'ils puissent venir récupérer l'intégralité de la configuration. Je valide. Si j'arrive à cliquer sur... Voilà. On va me demander le mot de passe de recovery. C'est un mot de passe super important que vous allez garder dans un coin, parce qu'à partir de là, on peut restaurer l'intégralité de votre réseau. Parce que effectivement, alors, votre réseau, toute la partie identité de votre réseau, toute la configuration, enfin tous les secrets de votre entreprise sont stockés ici. Faites en sorte effectivement de garder ce petit mot de passe au chaud. On va valider, on va mettre un T pour oui pour tout, et on va lancer la configuration de notre premier contrôleur de domaine, qui hébergera donc du coup l'Active Directory de corp.itmonkeys.fr. À la suite de quoi, une fois que ceci sera fait, nous ferons un petit redémarrage qui permettra de valider effectivement l'installation, la finalisation de l'installation. Ah, également quelque chose que je ne vous ai pas décrit. Hop. On voit qu'il y a domaine mode 7, forest mode 7. En fait, c'est le niveau fonctionnel de la forêt ou du domaine. Lorsqu'on met 7, c'est en gros le maximum qu'on puisse avoir. Donc le niveau maximum, c'est Windows Server 2016. Vous le verrez dans l'épisode précédent où on a fait l'Active Directory en mode graphique. Voilà, ça c'est vraiment cette option qui permet de sélectionner le niveau fonctionnel et donc du coup de profiter au maximum de l'intégralité des options et des dernières avancées technologiques qui sont fournies dans Windows Server. Si on met des niveaux, j'allais dire inférieurs, c'est pour de la rétrocompatibilité avec des applicatifs qui ne supporteraient pas effectivement un niveau fonctionnel trop haut. Notre installation est faite, on est super content. On va donc profiter pour vous montrer comment on redémarre un serveur en mode core avec un restart-computer. Et voilà, nous sommes donc arrivés sur notre interface de login. On va passer en PowerShell, get service. Et alors, le get service, ça va nous permettre de valider que les services qu'on va préciser sont bien démarrés. Les services à vérifier, c'est l'ADWS, Active Directory Web Services. On va vérifier également la partie KDC. Vous avez lu les cours, vous savez ce qu'est un KDC maintenant. La partie netlogon, c'est pour l'authentification. On verra ça plus en détail une autre fois. Et la partie DNS, bien évidemment. On tape le get service et normalement on va avoir un petit retour. On espère que tout est bien en running. C'est absolument parfait. Nous sommes merveilleusement contents. Autre chose, je vous ai parlé du 6V tout à l'heure, pour que celui-ci effectivement puisse propager sa configuration sur l'ensemble des PC, des machines de votre parc informatique. Et on va vérifier que le partage se soit bien fait. Donc on va se faire un petit get SMB, le protocole de partage réseau, share. Quand vous faites un backslash, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, le nom de la machine, et que vous arrivez à voir, vous voyez les partages, hein. Donc par exemple, backslash, nom de la machine, $C$ pour aller sur le partage administratif du C d'une machine, vous faites du SMB. Donc là, je vais checker juste que mon répertoire 6V, que j'ai bien un partage nommé 6V. Voyons ça. Et partage 6V. On voit bien effectivement que ce partage est existant et est bien configuré. On en a fini pour la configuration basique de l'Active Directory en mode core. Dans le prochain épisode, nous verrons comment rejoindre et faire en sorte qu'une machine Windows 10 puisse rejoindre un domaine et récupérer toute une configuration qui aura été faite à partir de l'Active Directory. On verra également comment contrôler et comment administrer cette Active Directory, non pas en ligne de commande, mais via une interface graphique qui nous permettra de prendre la main sur ce serveur configuré en mode core, exactement comme on l'a fait avec Hyper-V Server. On a utilisé les consoles disponibles dans Windows 10 pour administrer et créer nos machines virtuelles, et bien là on fera exactement de même. Sur notre Windows 10, on aura toutes les consoles pour faire de l'administration à distance. Tenez-moi au courant dans les commentaires si vous aussi vous avez pu réaliser votre petit lab. Bonne journée, à bientôt, ciao ciao.